Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Le Echo Le 2 Pro, autrement appelé aussi le TV Le 2 Pro, deux noms qui désignent bien le même mobile, qui sont liés tout simplement à un changement du nom de la marque. Anciennement le TV, qui s'appelle désormais Le Echo. Et bien pour resituer un petit peu la chose, c'est un énorme groupe chinois que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter lors de précédents tests de mobiles de la marque. Un énorme groupe chinois qui est une sorte de mélange entre Netflix et YouTube et qui depuis quelques temps déjà s'est lancé sur le marché du smartphone. On est ici en face du Le 2 Pro que je vous ai déjà montré très récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Ici, on est bien sur la vidéo de test. Un mobile donc que vous allez constater comme étant ultra spéqué. Alors c'est l'une des forces et l'un des intérêts de ce téléphone, c'est qu'il est vraiment très bien spéqué. Il a des très grosses spécifications pour un prix qui reste relativement agressif, relativement raisonnable, puisqu'on est sur un téléphone qui vaut moins de 250 € hors taxe. On est en juillet 2016 lorsque je fais cette vidéo et je viens de parler de son prix. À cette occasion d'ailleurs, petite transition, je tiens à remercier tout simplement tinydeal.com dont vous retrouverez le lien cliquable ici en haut à gauche de cette vidéo mais aussi dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur leur boutique si ce téléphone vous intéresse. Moins de 250 € hors taxe, frais de port inclus sur un téléphone pour un téléphone qui est 100% chinois, destiné initialement au marché chinois et éventuellement au marché indien, puisque le TV, le Echo, va aussi se positionner sur le marché indien. C'est déjà fait depuis quelques temps, avec un certain succès visiblement. Eh bien, on est sur un mobile qui, vous l'avez compris, est un mobile d'importation, et forcément, ça suppose un certain nombre de petites mini-concessions, assez classiques tout de même sur un téléphone de conception et de construction chinoise. Alors, on est quand même sur un téléphone qui est dans les standards élevés en termes de qualité. Élevé en termes de qualité de fabrication, de finition, mais aussi de composants internes. Et vous allez le voir, ça, je me répète tout au long de cette vidéo. La première partie de la vidéo, c'est l'esthétique. On va donc regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Le téléphone est ici décliné dans sa version or rose, donc doré rose. Donc rassurez-vous, à la caméra, ça passe peut-être plus comme une sorte de grisé orangé, mais au niveau de l'œil, à l'œil humain, quand vous l'avez en face de vous, je vous rassure, c'est vraiment de l'or couleur rosée, couleur cuivre. Voilà, donc ça c'est cette couleur que vous avez en face de vous. Ce téléphone existe aussi en version gris clair et gris foncé, voilà, gris argent et gris anthracite va-t-on dire. On est donc sur un mobile qui a des dimensions qui sont relativement généreuses sans être disproportionnées. On est sur un téléphone qui a un écran de 5,5 pouces. Donc forcément, il faut bien caser tout ça quelque part. On est sur un téléphone qui fait 15,1 cm de long, qui fait 7,4 cm de large et qui, dans son épaisseur la plus fine, ici, fait 7 mm d'épaisseur. Or, vous l'avez remarqué, il y a un capteur photo en excroissance. Et donc, si finalement on prend vraiment tout en considération, je pense qu'on n'est pas trop loin du centimètre. Le téléphone pèse un poids qui reste dans la très bonne norme, on est à 153 grammes. Rien de très étonnant, on est dans la bonne norme des téléphones construits en métal. Oui, parce que ce téléphone est entièrement construit carrosserie châssis en métal. Alors ça présente un avantage, celui du design, celui de la qualité, celui de la finition, celui du sentiment, de la perception. Quand vous l'avez en main, il est sympathique ce téléphone. Ça, par contre, un inconvénient, c'est au niveau du démontage. Ce genre de téléphone, quand il tombe en panne, c'est la calamité absolue. À tel point que je vous déconseille vraiment d'essayer de le réparer. C'est-à-dire que s'il tombe en panne, vous le renvoyez en garantie s'il est encore en garantie, et puis s'il n'est plus en garantie, malheureusement, essayez quand même, mais voilà, ça risque d'être très compliqué. Voilà, donc c'est la particularité de ces téléphones qui sont vraiment construits en métal, ils sont très beaux, mais en général, pour tout ce qui est garantie, tout ce qui est après-vente, c'est pas vraiment ça. Voilà, c'est plutôt compliqué en général sur ce genre de téléphone. Le téléphone présente, vous l'avez remarqué, très bien. D'ailleurs, si on fait le tour du propriétaire, donc sur sa face avant, on a un écran de 5,5 pouces. La face avant présente la particularité, j'éteins le téléphone, d'être totalement vitrée. C'est pas juste un morceau de vitre qui vient ici, c'est vraiment toute la face avant qui est vitrée. Particularité, quand l'écran est éteint, on a l'impression qu'il est borderless, vous voyez, c'est vraiment l'impression qui est donnée à ce téléphone. D'ailleurs, à tel point pour vous dire que lorsqu'on regarde les visuels du constructeur, lorsqu'on regarde les photos constructeurs, on a vraiment l'impression que l'écran va jusqu'au bord. Mais bon, c'est pas tout à fait vrai. L'écran, vous allez le voir, et vous l'avez déjà vu, lorsque j'allume le téléphone, d'ailleurs j'utilise le capteur d'empreinte digitale, je vais y revenir, et vous l'avez vu, il est rapide. Lorsque j'allume le téléphone, vous voyez, de toute façon, on a quand même une bordure, donc il n'est pas vraiment borderless. Il y a eu des téléphones borderless, il y en a encore, pas chez le Echo, le TV n'en fait pas. Il y en a eu notamment chez Sony, j'avais eu l'occasion de vous le présenter, vraiment le téléphone était bluffant parce que l'image était vraiment quasiment au bord. Bon là on a quand même une petite épaisseur de quoi, 2-3 mm, mais bon c'est pas du borderless. Mais ça reste quand même malgré tout, vous le voyez, relativement optimisé. Mais bon, c'est pas borderless, ne vous fiez pas au visuel donc, que vous voyez publié sur le web.
Au-dessus de l'écran, on retrouve trois petites choses. On retrouve du capteur de luminosité de proximité, de la caméra photo frontale, donc de l'appareil photo frontal, pardon, et de l'écouteur. En dessous, on retrouve ici, hop, je vais les allumer, trois touches sensitives rétroéclairées. Donc on retrouve la gestion du multitâche, on retrouve l'accueil, on retrouve le retour. Voilà, le retour est donc à droite. Bon, certains trouveront qu'il y a une inversion des boutons. Bon, ça ne me choque pas, c'est pas très étonnant en soi, et puis on arrive à s'y faire au bout d'un moment. Donc ça, c'est pour la face avant. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici un slot que l'on peut extraire avec un petit trombone. Donc ce que j'appelle un trombone, c'est une sorte d'agrafe, une sorte de tige métallique. Donc dans la boîte, on le retrouve. Donc ce slot nous permet d'ajouter deux cartes SIM, pardon, j'allais dire SD, mais pas du tout, c'est deux cartes SIM au format nano. Donc ce sont bien des cartes SIM, des cartes pour appeler, pas des cartes pour ajouter de la mémoire, parce qu'il n'y a pas d'emplacement micro SD sur ce téléphone. Voilà, et elles sont au format nano. Sur le dessus du mobile, on retrouve ici quelque chose qui pourrait faire penser à un jack, mais pas du tout, c'est un port infrarouge. Donc ce téléphone est bien doté d'un port infrarouge, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off ici, et le bouton de contrôle de volume plus-moins. Les deux sont bien placés, il y a une petite note de style ici avec une petite fente entre les deux. Ok, c'est mignon, c'est sympa, ça fait pas de cliquetis, les boutons sont vraiment bien placés. Donc il y a un vrai souci du détail et de la finition sur ce téléphone. On retrouve aussi des champs de séparation entre les différents éléments de carrosserie pour éviter d'avoir des problèmes de perturbation au niveau de l'antenne. Bon, ça aussi c'est utile. En dessous du mobile, on retrouve deux choses ici. On a l'impression que ce sont deux fentes pour le haut-parleur, mais non. En fait, le haut-parleur est ici, ici c'est le micro, donc c'est une figure de style. On retrouve au milieu un port USB qui est un micro USB type C. En fait, pardon, c'est un USB type C, donc c'est le format arrondi, réversible. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Le câble est bien sûr fourni avec le téléphone. Je vous engage d'ailleurs à voir la vidéo de déballage si vous voulez savoir ce qui est fourni avec le téléphone. Voilà, donc le design était assez sympa parce qu'en plus on a des petites, voilà, il y a des petits effets, voilà, d'aluminium ici mat et ici poli. Donc voilà, ça fait une sorte de petit contraste. Non, c'est bien étudié. Franchement, le design, je le trouve sympa. À l'arrière du mobile, on retrouve le marquage LE pour le Eco. Voilà, LE, en effet miroir. Hein, je sais pas, là, on arrive à voir l'effet miroir. Ici, le capteur d'empreinte digitale aussi, effet miroir. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, qui prend extrêmement bien les empreintes pour le coup. Et le capteur photo dorsal. Alors, capteur photo dorsal qui a vraiment une certaine excroissance, d'autant qu'en plus, il est plutôt petit, et on a vraiment un grand cadre noir autour. Bon, soit, allez, soit. On va dire que c'est le jeu des lentilles, etc. Et ici, on retrouve donc le flash LED. Double flash LED, puisque c'est un dual tone. On marquera peut-être, hein, vous le voyez peut-être, voilà, il y a la teinte orange et la teinte jaune au-dessus. Hein. Donc ça, c'est du dual tone. Autre particularité, on retrouve également une entrée micro secondaire. Voilà, donc ça c'était pour le côté design du téléphone, un design qui présente bien. Au niveau des dimensions, je vous les ai peut-être déjà données, oui je vous les ai déjà données, 15,1 cm, 7,4 et 0,7 cm au plus fin de l'épaisseur, 153 grammes, voilà, donc un téléphone qui est dans la bonne norme en termes de poids. Au niveau de la prise en main, on n'est pas trop mal, c'est-à-dire que bon, ça se prend encore à une main, mais ça devient très compliqué pour taper les SMS. Hein. Pour taper les SMS, c'est deux mains, clairement les deux mains. Autre parenthèse, le téléphone est quand même doté d'un dos relativement glissant, donc ce qui fait que vous allez devoir le prendre fermement en main pour éviter tout problème de glisse. Alors je parlais des problèmes de glisse, mais aussi autre notion, la batterie, forcément elle est non extractible puisque le téléphone est, vous l'avez remarqué, donc en design métallique, unibody. Batterie non extractible, voilà autre particularité justement de ce téléphone. Alors après, vous allez me dire, il y a des téléphones qui ont des designs métal et qui arrivent à avoir des batteries extractibles. Oui, par exemple le LG G5 qui vaut quand même, je crois, plus de 600 €, encore aujourd'hui. Bon, parenthèse faite, on a donc parlé du design, on va donc parler maintenant de l'image. On est sur un écran ici qui fait 5,5 pouces, donc une très belle diagonale, hein, au-dessus du standard, hein, puisqu'aujourd'hui le standard c'est plutôt typé 5 pouces, ici on est à 5,5 pouces. Qui présente la particularité, cet écran, donc non seulement d'être doté d'une technologie IPS, ce qui est pas trop mal, alors c'est pas du Super AMOLED, mais c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des bons angles de vision. Vous voyez, avant que l'image arrive à décrocher, eh ben, il faut vraiment aller loin. Donc on a des bons angles de vision, ça c'est la première particularité d'un écran IPS. Donc bonne chose, on a un écran IPS, c'est pas un Super AMOLED, mais c'est un bon IPS. À côté de ça, on est sur un IPS qui a une bonne gestion de la luminosité, d'autant plus qu'on a du capteur de luminosité de proximité, donc on peut gérer en automatique la luminosité, soit, on met ça de côté. Moi, personnellement, c'est pas le truc que j'aime faire. J'aime pas que le téléphone gère pour moi la luminosité, j'aime bien bloquer un niveau, mais bon, ça c'est mon truc, c'est mon côté. À vous de me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous gérez en automatique la luminosité de votre téléphone. Moi, je suis pas fan, bon, chacun son truc.
Au niveau des couleurs, on n'est pas trop mal, on est carrément quand même un cran en dessous d'un Super AMOLED au niveau du peps de la couleur. Mais ça aussi, je vais y revenir. Au niveau du contraste, c'est pareil, on est quand même un cran en dessous du Super AMOLED. Mais on reste quand même sur une expérience d'image, une qualité d'image, une expérience utilisateur, notamment au niveau de la vidéo, qui est très très bonne. Vous allez le voir. Parce que je vais lancer une vidéo tout simplement. Autre parenthèse que j'aimerais vous faire avant de l'oublier quand même, c'est notamment la gestion des couleurs. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un cran en dessous du Super AMOLED, mais on a la particularité ici de disposer d'un mode qui permet de gérer la température de la couleur. Donc vous pouvez gérer notamment la teinte de la couleur et la rendre plus ou moins bleue, plus ou moins rouge, plus ou moins jaune, etc. Donc vous avez cette possibilité, une sorte de, voilà, c'est le color mode que vous retrouvez dans les paramètres du téléphone au niveau de l'affichage. Bon, ça va avec l'image. Moi, pour le coup donc de cette vidéo, je l'ai laissé par défaut. Et si je devais l'utiliser en tant qu'utilisateur lambda tous les jours pendant plusieurs mois, je pense que je ne changerai absolument pas la température de la couleur, parce que par défaut, elle me semble tout à fait bonne. Au niveau donc bien des vidéos, puisque je vous ai dit que j'allais vous lancer une petite vidéo pour vous donner une petite idée. On va lancer le fameux Big Buck Bunny. Ça va me permettre aussi de vous faire écouter le son procuré par le haut-parleur. Alors là, je le mets au max. Donc il est bien là, hein, le haut-parleur, il se trouve là. Regardez, hop, vous entendez, là je suis en train de l'étouffer. Donc je relâche, voilà, je l'étouffe. Et donc du coup, je vais essayer d'étouffer celui-là, vous allez comprendre que là, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, là, il n'y a rien du tout. Voilà, donc ce haut-parleur-là est un fictif, puisque c'est le micro. Le haut-parleur, il est là. Voilà, il est sur le côté inférieur droit. Hop. Alors, on va remettre un petit peu d'image. Voilà, je vais baisser un peu le son quand même. Le haut-parleur a un son qui est plutôt bon, plutôt cristallin. La particularité, c'est qu'il est plutôt bon, certes, cristallin comme je viens de le dire, mais il manque peut-être un peu de peps. Autre particularité, là pour le coup qui est positive, c'est que le haut-parleur, étant donné qu'il est sur la tranche inférieure, quand vous posez le téléphone sur une table, le son n'est pas étouffé. Voyez, donc ça, c'est quand même une bonne note. Donc vous pouvez regarder les films de cette manière-là. Voilà, sans avoir à craindre d'étouffer le son. Même chose, hein, quand vous prenez le téléphone, à moins d'être vraiment crispé dessus comme ça, normalement le son, il devrait quand même sortir. Voyez, ça, c'est un peu la position décontractée à laquelle on prend le téléphone. Oui. Donc l'image est belle. Alors, je ne vous ai pas donné la résolution parce que là, je vous ai parlé de la température, de la couleur, tout ça. Je ne vous ai pas donné la résolution, ce qui est un élément essentiel tout de même. On est donc en face d'un écran qui est un Full HD. Full HD, ça veut dire quoi? 1920 pixels par 1080 pixels. On est bien sur du Full HD, donc on est sur un écran qui a une densité de pixels de 401 pixels par pouce. Donc on est loin, bien loin au-dessus des 300 pixels minimum nécessaires pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu. D'ailleurs, si je force un mode macro de la caméra dessus, voilà, on les voit pas vraiment. Donc c'est la caméra qui est en train de décrocher avant qu'on arrive à apercevoir les pixels. Donc non, je vous rassure, l'image est vraiment nette. Et on a donc plaisir à regarder, vous le voyez, une image, un film sur cet écran. C'est le côté cinéma de ce téléphone. Ce qui ne m'étonne pas trop, puisque finalement, je vous le rappelle, le TV, le Echo, c'est quand même une marque spécialisée vidéo. Et s'ils font des smartphones, c'est pas pour rien, c'est pour enfermer, en fait, entre guillemets, les utilisateurs dans leur univers avec des écrans qui sont très sympas. Et voilà, donc la preuve, c'est là tout de suite devant vous, hein, c'est-à-dire que le Echo ne fait pas le sacrifice de la qualité au niveau de l'image, ce qui serait relativement bête sur un téléphone qui va voir des vidéos de chez eux. Donc bon, du coup, on est donc sur un bel écran. Alors au niveau des performances, alors là aussi, on est sur du bon. Alors pourquoi on est sur du bon? On pourrait se dire un bon écran sur un smartphone suffit, il n'y a pas besoin de mettre des composants de fou furieux. C'est faux, au contraire, lorsque vous avez un écran qui est un Full HD, plus finalement l'écran a de pixels, plus la densité est élevée, plus le téléphone. Alors la densité c'est pas tout à fait ça, mais plus la résolution d'un téléphone sur son écran donc est importante, plus derrière le téléphone doit avoir des composants qui tournent bien pour afficher de l'image 3D, notamment du jeu vidéo ou même du film, pour être à l'aise au niveau de la lecture. Et bien ici c'est le cas, on est sur un téléphone qui dispose de très bons composants. Des composants quand même qui sont typés plutôt haut de gamme. Hein. Et d'ailleurs, ça se ressent sur Antutu, puisque le score d'Antutu est de 95 187 points. Donc on est en Antutu V6.1.4 pour les connaisseurs. Ça vous parlera si vous connaissez justement Antutu et les scorings Antutu. On est sur du score typé haut de gamme quand même. On est, je le rappelle, sur un téléphone qui vaut 250 € et moins, ce qui est plutôt le prix d'un moyen de gamme. On est quand même sur un téléphone qui offre des performances très élevées. Et alors ces performances elles sont élevées parce qu'on a des composants qui sont quand même des gros composants. Alors ce fameux le Echo, autrement appelé aussi X620, ça c'est ses références. Alors désolé pour le reflet de caméra, hein, je vois. Donc il est doté d'un processeur qui est un MediaTek MT6790. Alors comme ça parlera
pas vraiment, ça veut pas dire grand chose. Si je vous donne aussi le nom, on va dire commercial de ce processeur, c'est le Helio, alors c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Il s'appelle le Helio X20, ça parlera aux connaisseurs aussi, mais vous et moi peut-être pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processeur qui est un processeur 10 cœurs, et alors les 10 cœurs sont cadencés de différentes manières, hein. Il y a 2 cœurs qui sont à 2,5 GHz, il y en a 4 qui sont à 2 GHz, il y en a 4 autres qui sont à 1,4 GHz, mais enfin tout ça pour vous dire qu'on est en face d'un processeur qui est un décacore, qui est un 10 cœurs et qui marche très bien. À côté de ça, ce processeur est accompagné notamment d'un processeur graphique qui est un Mali T880. Donc là aussi, on est sur du gros processeur graphique. Et pour accompagner tout ça, on a de la mémoire vive, 4 Go de mémoire vive pour gérer le multitâche. Rien à redire, c'est nickel. J'essaie de retrouver la mémoire vive, mais j'ai dû passer devant. Ouais, j'ai dû passer devant, voilà. On est à les 3,8 MB, mais bon, c'est 4 Go de mémoire vive. On est sur un téléphone qui tourne très bien. D'ailleurs, je vais vous le montrer d'ici quelques instants avec un petit Asphalt 8. Bon, d'ailleurs, je vais le lancer tout de suite comme ça, petite transition. Donc, on est sur un téléphone qui tourne très très bien, qui est capable de faire du gros jeu 3D. Bon, je sais qu'il y a plus gourmand qu'Asphalt 8, vous n'arrêtez pas de me le dire, mais bon, au moins ça fait une bonne échelle de référence. Donc, on est sur un téléphone qui tourne très bien, qui lit des vidéos sans problème, qui fait du multitâche. Wow, t'emballes pas. Qui fait du multitâche de très très bonne manière. Voilà, petite séquence de jeu. Ouais, bon, miss out, on va pas faire un. Voilà, merci les pubs. Alors vous aurez remarqué que le téléphone, en tout cas que le jeu que vous voyez devant vos yeux, donc qui est Asphalt 8, il est en anglais. Alors je vais y revenir là-dessus, parce que tout simplement, la ROM ici est en anglais. Et même si on arrive à l'utiliser avec des traductions françaises, comme je suis en train de le faire aussi dans ce téléphone, la ROM initialement étant détectée en anglais, les applications vont s'installer en anglais. Bon, c'est pas très compliqué aujourd'hui, je pense qu'on arrive assez facilement à s'en sortir en anglais, à savoir que Start c'est pour démarrer le jeu et que Play c'est aussi pour démarrer le jeu. Bon, je pense que c'est pas trop problématique en soi. Alors petite séquence de jeu pour vous montrer effectivement que c'est fluide. Ouh là là, petite séquence de jeu où j'ai démarré mais vraiment mal. Donc je rappelle, on est sur un écran 1080p à faire tourner en graphisme 3D, ça suppose quand même un petit niveau de performance, hein. Et c'est le cas ici. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, je vous montre qu'il y a bien un accéléromètre sur ce téléphone. Voilà, pas de doute. Vous voyez, c'est fluide, c'est beau, c'est classe. C'est l'une des forces supplémentaires de ce téléphone. Voilà. Donc on va arrêter sur cette petite séquence d'Asphalt 8. À côté de ça, je vais compléter, parce que je vous ai parlé des performances, je ne vous ai pas parlé de la mémoire de stockage. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'emplacement micro SD, donc dommage, malheureusement, pas d'emplacement micro SD, donc ça c'est cuit. Par contre, ce que vous avez dans ce téléphone, c'est de la mémoire de stockage interne qui est finalement fournie en quantité sympathique, puisqu'on a 32 Go revendiqués par le constructeur. Alors vous le savez, hein, les 32 Go revendiqués par le constructeur, quand on allume le téléphone pour la première fois, il n'y en a pas 32. Et c'est exactement ça pour le coup, sur le premier démarrage, après les premières mises à jour, avec l'installation des applications natives, de la ROM et ça, on finit à 23,2 Go. Donc bon, c'est déjà moins que les 32 Go, mais c'est pas trop mauvais non plus. 23,2 Go, bon, il y a de quoi quand même installer quand même pas mal d'apps, et puis quelques films, sachant qu'en plus vous avez du cloud possible dans ce téléphone. Alors vous avez le cloud de l'Eco, hein, puisque l'Eco fournit du cloud, hein, une mémoire de stockage en ligne, bon, qui va partir sur des serveurs chinois, ça va être compliqué. Même sur de la mémoire de stockage sur des serveurs européens ou américains, ça reste compliqué. Pour moi, le cloud, ça reste vraiment de la mémoire à part, plutôt de la mémoire de sauvegarde, plutôt que de la mémoire complémentaire. Bon, ça encore, c'est mon appréciation. Vous avez donc la possibilité d'avoir du cloud. Moi, je suis pas très fan. Voilà, je suis pas trop fan. Voilà, donc allez, je vous ai donné mon avis sur cette notion de mémoire. Donc 23,2 Go, c'est quand même pas mal sur un téléphone, donc ça c'est la mémoire de stockage interne. Alors il est temps de parler de la connectivité. Et alors pour la connectivité, que vous dire? Eh bien on est sur du très bon à un détail près. Alors on est sur du très bon parce que ce téléphone est quand même relativement complet. Alors on a bien de la 2G, de la 3G avec toutes les fréquences nécessaires pour la France. Alors la 3G pour la France c'est la 900 et 2100 MHz, on a bien les deux fréquences nécessaires pour la 3G. On est bien sur un GSM, donc c'est-à-dire appel et SMS quadribande, donc c'est bien le maximum quadribande. Vous pouvez amener ce téléphone avec vous tout autour du globe pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. Alors pour la 4G, alors c'est là où généralement les téléphones chinois ont un manque, parce que la 4G chinoise, elle n'utilise pas les mêmes fréquences que la 4G française. Et donc du coup, on a quand même pas mal de fréquences, mais sur les 3 qu'on utilise en France, il n'y en a que 2. C'est-à-dire que
Pour être plus précis et factuel, en France, on utilise 3 fréquences qui s'appellent B3, B7 et B20. Eh bien, sur ce téléphone, on a et on ne peut utiliser que la B3 et la B7 parce que la B20 est absente. Il n'y a pas cette fréquence. Alors, dans la traduction, dans les faits réels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez dans votre environnement que des antennes B20, eh bien, vous allez être dans une situation où le téléphone ne va pas pouvoir se mettre sur de la 4G, mais va basculer en 3G. Voilà, ça, c'est la contrepartie de l'absence de la B20. Donc, en milieu urbain, on n'en sent pas trop, on sent pas trop cette difficulté parce qu'on a généralement pas mal d'antennes B3, B7 et B20 en même temps. Donc généralement, on arrive à se débrouiller assez facilement en zone urbaine. En zone rurale, ou en tout cas là où il y a moins d'antennes 4G, on a plus vite fait de se retrouver en 3G parce que en l'absence de cette fréquence. Voilà, c'est tout simplement aussi ce qu'il faut garder à l'esprit. Alors c'est une contrepartie pour certains qui est relativement négative. Pour moi, ça m'embête pas mal. En tant qu'utilisateur, je ne parle pas en tant que testeur ici, mais je parle en tant qu'utilisateur, l'absence d'une fréquence est pour moi relativement pénible. Maintenant, en tant que testeur, eh bien, il faut prendre le fait qu'on est en face d'un mobile qui suppose une concession, c'est celle de cette absence de fréquence. Après, autre parenthèse, comme je vous l'ai dit, on a d'autres fréquences, mais qui pour le coup sont inutiles ici, en tout cas en France, qui sont la B1, la B38, la B39, la B40, la B41. Ok, c'est cool quand vous irez en Chine, c'est pas forcément utile et c'est inutile en Europe. Bon, mais comme je vous l'ai dit, on est quand même sur un téléphone qui a des bonnes connexions, des bonnes connectivités. Alors je ne parlerai pas des problèmes d'accroche réseau et autres, puisque finalement sur l'exemplaire que j'ai testé, j'en ai eu aucune. Le téléphone s'est très bien comporté, mais j'ai déjà entendu à plusieurs reprises sur des téléphones chinois testés que ce que je vous disais moi au moment du test, qui était ça a des bonnes accroches, eh bien vous, dans la réalité, vous pouviez avoir des problèmes parce que ça dépend beaucoup de la série. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau avoir des process de standards, des standards de qualité, pardon, au niveau de la conception des téléphones, y compris pour les marques chinoises, eh bien parfois on peut avoir des mauvaises lots, des mauvaises séries, pardon, des mauvais lots. Et là pour le coup, moi ce que je suis en train de vous dire, que j'ai pas eu de problème au niveau des accroches, j'en ai pas eu. Maintenant, voilà, tous les téléphones, le TV, le Echo, sont peut-être pas dotés de la même qualité irréprochable au niveau de la conception, au niveau des fréquences. Bon, ce que je suis en train de vous dire est quand même assez particulier puisqu'on est quand même sur une grande marque. Le Echo, je vous fais une parenthèse supplémentaire, c'est quand même une marque qui ne va pas s'amuser à faire n'importe quoi. C'est plus le cas des petites marques chinoises qui fabriquent moins de 100 000 unités par mois ou par an même et qui parfois permettent d'avoir des puces qui ne sont pas de très bonne qualité. Ici on est quand même sur le Echo, je le rappelle, le Echo c'est une grande marque, un grand groupe qui n'a pas le droit de se permettre de faire n'importe quoi, hein, encore une fois de plus. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Alors, ce que je voulais vous dire en plus au niveau des connectivités, c'est que ce téléphone est doté de pas mal de choses. On est sur du Wi-Fi, ABGNAC, donc on a toutes les fréquences nécessaires. On est sur du Bluetooth 4.2 plus le format A2DP. Donc ça parlera aux gens qui aiment bien synchroniser leur téléphone avec leur bagnole et tout ça. Bon, on est bien sur 4.2 et A2DP. À côté de ça, donc ça parlera aux connaisseurs, hein. À côté de ça, on est sur du AGPS GLONASS BDS, donc on a les 3 réseaux satellitaires actuels qui existent et qui sont utilisés par ce téléphone, donc GPS GLONASS BDS. On a le micro USB, alors type C, hein, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, qui est juste ici, donc format réversible, qui suppose que vous ayez des câbles, donc vous allez peut-être être obligé d'acheter des câbles, mais je vous rassure, il y en a quand même un qui est fourni avec le téléphone, heureusement. Et on a un double emplacement de carte micro SIM, et pardon, quand je dis micro, c'est nano SIM, donc on a 2 emplacements de carte SIM, mais format nano, ça je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Pas de micro SD sur ce téléphone, un infrarouge, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants encore, et pas de NFC par contre. Voilà, donc, et autre parenthèse, on a quand même pas mal de capteurs, on a quand même des capteurs qui sont notamment, qui sont tout ce qui est accéléromètre, tout ce qui est gyroscope, tout ce qui est boussole, tout ce qui est capteur de luminosité de proximité. Donc finalement, oui, vous pouvez parfaitement faire du VR, du Virtual Reality, ou de la réalité virtuelle avec ce téléphone en le mettant dans un casque adapté. Donc c'est bien un téléphone qui vous permet de faire des jeux en VR. Pour peu que vous trouvez des bons jeux en VR, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup sur Android encore, je trouve. Bon, soit. Encore une parenthèse, et ça, je laisse ça de côté. Mettez-moi dans les commentaires, justement, si vous connaissez des jeux en réalité virtuelle qui sont sympas, parce que je vais commencer à m'y mettre. Je vais peut-être même vous présenter prochainement, sait-on jamais, des tests de jeux VR, casque VR, téléphone adapté à de la VR. Et bien justement, n'hésitez pas à commenter. Si vous connaissez des bons jeux VR, mettez ça dans les commentaires, faites-moi plaisir. Donc je vous ai parlé de la connectivité, je vous ai montré qu'il y a vraiment pas mal de connexions, il y a vraiment pas mal de fréquences, de aux, etc., etc.
Un détail supplémentaire sur ce téléphone, vu qu'il est chinois, c'est qu'il n'est pas certifié DAS, il n'est pas certifié SAR. DAS, c'est la norme européenne, SAR, c'est la norme américaine, qui permet de quantifier le nombre, le volume d'ondes qu'émet le téléphone lorsqu'il est en usage, téléphone ou Internet mobile. Donc comme on n'a pas de score, on ne sait pas si ce téléphone est dans la bonne norme. Est-ce qu'il est en dessous des 2 watts par kilo nécessaires qu'il ne faut pas franchir en Europe pour pouvoir être utilisé en tant que téléphone. Bon, ça c'est une particularité. Donc ce téléphone n'a pas été certifié SAR, n'a pas été certifié DAS, donc impossible pour moi de vous dire si on est en dessous des 2 watts par kilo ou si on est au-dessus. Donc principe de précaution oblige, je préfère bien insister sur cet élément-là. Voilà, donc je vous ai parlé du matériel et donc il est temps de passer au système d'exploitation. Alors, système d'exploitation, vous l'avez remarqué, il y a un certain nombre de choses qui se voient, qui ressortent ici. Alors la première chose, on va y aller, je vais vous le montrer ici, c'est dans les à propos du téléphone. Hop, pour peu que je retrouve. Alors dans les à propos du téléphone, ça doit être ici, là peut-être. Non, c'est pas là, je suis en train de passer à côté. Est-ce que c'est là, information légale? Non, bah non, c'est pas là. Là, je vais n'importe où. Là, je vais n'importe où. Je suis en train de me perdre. Ça se trouve, je suis passé devant, je ne l'ai même pas vu. Ah bah si, bah tiens, voilà, version d'Android. Voyons, je suis passé devant, je ne l'ai pas vu. Donc version d'Android, on est bien sur la version 6.0. Donc on est bien sur Marshmallow. On est sur la dernière version à jour. À côté de ça, il faut savoir que ce téléphone est donc doté d'une surcouche qui s'appelle EUI, qui est donc là pour le Emotion UI. C'est comme ça que ça s'appelle cette surcouche. Emotion User Interface. EUI. Et ici, on est dans la version 5.6, donc qui est la dernière version de EUI. C'est pas facile à dire, il ne faut pas le dire 5 fois de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est sur un système d'exploitation qui est la dernière version à jour, qui se comporte très bien, qui a son lot de fonctionnalités de base, qui marche très bien, sur laquelle d'ailleurs, donc, la marque a calqué une surcouche, qui est une surcouche qui s'appelle Emotion UI. La particularité de cette surcouche, c'est qu'elle flingue le niveau de profondeur de navigation. Vous n'avez plus de profondeur de navigation. Vous n'avez plus de chariot d'applications. Donc vous êtes obligé en fait de gérer toutes vos applications à plat sur différents panneaux d'accueil. Vous pouvez bien sûr par chance et heureusement les regrouper dans des dossiers. Ça, c'est une particularité. Vous pouvez les gérer sous forme de différents panneaux d'accueil, donc comme je viens de vous le dire, mais vous n'aurez pas de profondeur de menu. C'est quelque chose que l'on retrouve de plus en plus fréquemment et sur les téléphones chinois, mais aussi sur des marques européennes. Il y a des marques européennes qui commencent à prendre ce pli, qui apprécient ce genre de simplicité, de simplification de la navigation. C'est-à-dire que c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une profondeur de menu pour aller chercher les choses. Tout est à plat, tout est géré dans des dossiers. Bon. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est vrai que ça perd un petit peu les habitués au niveau d'Android qui avaient cette habitude d'avoir le chariot d'applications. Bon, après, dans les faits, on s'habitue très rapidement à ce genre de choses. Hein. Et c'est même plus instinctif, je trouve, au final. Voilà, donc ça, c'est une des particularités. Donc, autre particularité, vous l'avez remarqué, on a du design, on a de l'ergonomie, ça je vous l'ai montré, on a aussi un peu d'applicatif. Alors, au niveau du design, je continue. Vous avez du fond d'écran, vous avez des icônes. Sachant que vous avez notamment quelque chose qui s'appelle Wallpaper, qui vous permet de télécharger des applications, pas du tout, mais des fonds d'écran supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser en fond d'écran, mais aussi pour l'écran de déverrouillage. C'est mignon, vous en avez des tas. Alors, c'est relativement typé chinois. Hein. Voilà, les top modèles que vous voyez sont des top modèles chinoises ou asiatiques, j'imagine. Je les connais pas, je vais vous dire, je les connais pas. Elles ont l'air tout à fait mignonnes, elles ont l'air tout à fait sympathiques, mais ça reste des top modèles chinois. Bon, voilà, c'est très typé, vous le voyez, hein, c'est très typé au niveau des illustrations, au niveau des icônes, enfin au niveau des icônes, ça je vous le montrerai après, mais c'est vraiment très typé Asie. C'est très typé Chine. Après, le téléphone, bah, ça lui rajoute un look sympa, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je vous ai parlé de Wallpaper. Super Manager, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de gérer un certain nombre de raccourcis d'applications. Vous pouvez clean junk, ça c'est tout simplement les fichiers, on va dire temporaires liés à vos installations. Vous pouvez nettoyer donc tout simplement le dossier temporary, on va dire, du système d'exploitation. Vous pouvez taper ici pour gérer un petit peu, notamment la mémoire vive, éliminer de la tâche. Voilà. Vous avez un mode qui s'appelle Power Saving Management, qui est en fait un mode économiseur d'énergie et qui vous permet de gérer un certain nombre d'éléments au niveau de l'économie d'énergie, notamment de gérer, mais ça c'est de la fonction Android de base d'ailleurs qu'il le fait, de gérer les heures pendant lesquelles le téléphone va s'éteindre, ne pas être actif et donc pendant lesquelles forcément il ne consomme pas de batterie. Vous avez aussi la possibilité de déclencher un mode, on va dire, ultra économie d'énergie, ou en tout cas économie d'énergie quand le téléphone tombe en dessous d'un certain
d'un certain, on va dire, niveau de batterie. Voilà, vous avez toutes ces petites fonctionnalités d'économie d'énergie qui sont relativement classiques malgré tout. Data Usage Control qui vous permet de connaître le niveau d'usage tout simplement de la data. Et Access Management qui vous permet de gérer les launchs d'applications notamment. Vous pouvez bloquer certains usages de cette manière-là. D'ailleurs, parlant du blocage de certains usages, je vais aussi vous montrer tout de suite la facilité, l'efficacité du capteur d'empreinte digitale. Donc là, je viens d'éteindre le téléphone. Attention, je mets mon doigt. Hop, vous l'avez vu, c'est extrêmement rapide. Le capteur d'empreinte digitale marche très bien et il est rapide. Alors, il est paramétrable. Bien sûr, vous pouvez paramétrer plusieurs empreintes digitales pour peu que je retrouve, mais il doit être là. Fingerprint and Passwords. Vous pouvez gérer notamment les empreintes digitales. Vous avez la possibilité d'en mettre plusieurs. Vous avez aussi la possibilité de gérer des mots de passe de secours. Si jamais l'empreinte digitale ne marche pas, heureusement, on ne sait jamais. Si jamais vous avez un doigt qui est un peu abîmé, vous êtes brûlé le doigt, en faisant la cuisine, votre empreinte digitale, pendant le temps que votre doigt va se soigner, ne pourra pas fonctionner. Et ben, ça serait dommage de bloquer votre téléphone définitif, en attendant la rémission de votre doigt. Donc voilà, c'est un exemple concret de ce qui peut se passer. Vous avez donc la possibilité de mettre des mots de passe complémentaires. Alors, ça m'amène aussi à vous dire, ou en tout cas à vous répéter ce que vous avez déjà entendu tout à l'heure quand je vous ai parlé de la surcouche. La surcouche, elle est soit disponible en anglais, soit disponible en chinois. Le système d'exploitation, c'est un Android. Donc lui, par défaut, il a le pack de langue. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous voulez mettre ce téléphone en français, vous allez avoir des fonctionnalités qui vont être en français. Voilà, vous voyez, le mode avion, il est traduit en français, il n'y a pas de problème. Et vous allez avoir d'autres choses qui vont rester en anglais. Le personal hotspot, par exemple. Vous allez avoir aussi wallpaper and themes. Tout ce qui est theme, tout ce qui est, on va dire, fonctionnalité supplémentaire apportée par le Echo avec cette surcouche, va être soit en chinois, soit en anglais. Bon, par défaut, vous l'aurez compris, moi j'ai mis en anglais. Après, j'ai choisi que la langue devait être en français. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir cette sorte de mix entre français et anglais. C'est-à-dire que j'ai choisi d'avoir tout en anglais de base. Sinon, le chinois, moi, pour le coup, j'aurais eu du mal. Et après, j'ai dit, je veux que ce téléphone soit en français. Et donc, restent les endroits qui n'ont pas été traduits en français, qui n'ont pas été prévus pour ça. Le reste fait partie des usages de base d'Android qui, eux, sont bien disponibles en français. Voilà, donc ça, c'était la particularité supplémentaire de cette surcouche. Alors, je vous ai parlé notamment du Super Manager, je vous ai parlé du Wallpaper, je vous ai parlé aussi de cette notion de thème. Bon, il faut remarquer aussi qu'on a une boussole en natif, qui s'appelle Compass, tout simplement, qui marche bien. Alors là, pour le coup, voilà, je suis obligé de la réinitialiser. Bon, ok, je fais le 8, voilà l'infini. Mais elle marche bien. Ok, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est une vraie boussole. Donc preuve qu'il y a bien une boussole dans ce téléphone. Bon, vous avez l'application de base, vous auriez pu la télécharger avec le Play Store, qui est bien disponible. Vous avez bien le Play Store. Mais bon, soit. Vous avez aussi une fonction, alors là pour le coup que je trouve sympa, après ça plaît ou ça plaît pas à tout le monde, c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais qui s'appelle Remote. Alors Remote, ça vous permet d'utiliser votre téléphone comme une antenne, pas du tout, comme une télécommande. Alors, pour la paramétrer comme télécommande, il faut faire une petite séquence de paramétrage avec votre téléviseur, avec votre lecteur DVD Blu-ray, etc., etc. Moi, je l'ai paramétré avec un lecteur DVD LG. Alors ça s'est très très bien passé, parce que le téléphone m'a proposé notamment un certain nombre de pré-réglages LG. Il faut savoir que ce genre de téléphone, avec ce genre notamment de port infrarouge, j'ai déjà eu l'occasion de le tester avec des télé Samsung par exemple. Mais pour le coup, cette application en native ne possède pas les pré-paramétrages du télé Samsung. Je ne sais pas pourquoi. C'est bien la première fois. D'ailleurs, le précédent le TV que j'avais testé, je crois, avait un port infrarouge et m'avait permis de régler ça sur ma télé Samsung. Pour le coup, cette fois-ci, c'était pas possible. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on a bien une application native qui s'appelle Remote, qui vous permet de gérer l'infrarouge pour faire de la télécommande, mais que vous allez probablement devoir installer une autre application de Remote, de contrôle, de télécommande, qui elle sera peut-être payante via le Play Store, mais qui vous permettra de gérer ça avec votre télé, si jamais vous voulez gérer votre téléphone en tant que télécommande, parce que rien ne vous y oblige, hein, c'est un plus lié à ce port infrarouge. Après, le port infrarouge, vous l'utilisez pas, c'est à vous de voir, hein, bon, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Voilà, donc on a fait le tour de ces principales fonctionnalités supplémentaires ajoutées par cette surcouche. Vous l'avez vu, il n'y a pas overdose de fonctionnalités. Alors je vous passerai très rapidement sur des fonctionnalités qui sont notamment celles apportées par l'ETV, qui sont les players spécifiques l'ETV, sorte de YouTube l'ETV. Celui-là, vous le dégagez vite fait, hein, il ne reste pas. Mais bon, on est sur un téléphone qui est donc doté d'Android avec un Play Store, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Donc il est temps de passer à l'usage de ce téléphone et de vous parler notamment
non pas du lecteur DVD, enfin du lecteur vidéo, parce que ça je vous l'ai montré tout à l'heure, un bon VLC ça fait tout ce qu'il faut. On va pas parler du lecteur MP3, on va pas parler de la navigation internet, parce que vous pouvez ajouter n'importe quel navigateur comme Chrome ou autre pour aller sur internet. Bon, ça c'est de l'usage de base d'un smartphone. Il y a deux usages quand même sur lesquels les smartphones se distinguent encore, c'est notamment les capteurs photo et la batterie, donc l'autonomie. Alors le capteur photo. Alors le capteur photo dorsal, je le rappelle, c'est un 21 mégapixels. Un 21 mégapixels qui est donc doté d'un certain nombre de modes. Vous pouvez d'ailleurs faire du slow motion. Vous pouvez faire de la vidéo en slow-mo. Alors ça veut dire que ça va prendre plus d'images par seconde. Ça va vous donner une image slow-mo lente. Voilà, donc vous allez avoir cet effet-là. Vous avez la possibilité de faire de la vidéo tout à fait classique, hein, ici, ou la possibilité de faire de la photo. Voilà, donc ce que je vais faire d'ici quelques instants. Et vous avez la possibilité de faire des panoramiques. Bon, ok. Voilà, donc le bon vieux panoramique à la Google, hein, puisque s'il y a aussi une fonctionnalité proposée par l'application photo de base de tous les Android. Vous avez un certain nombre de modes de gestion supplémentaires au niveau de la photo. Vous pouvez couper le son. Vous pouvez décider par exemple, non, je veux pas de son quand je prends une photo. Ok. Vous pouvez gérer la balance des blancs en automatique ou aussi les ISO en automatique, mais vous pouvez aussi les gérer en manuel. Vous avez donc un certain nombre de choses, hein, notamment le contraste, notamment, on va dire, la gestion de la luminosité, de la netteté, enfin c'est plutôt la luminosité. Vous avez un retardateur, vous avez la saturation des couleurs, etc. Bon, ok. Vous avez ça. Vous avez aussi la possibilité de gérer l'appareil photo et son flash LED en automatique ou pas. Et après le selfie, je vais revenir là-dessus. Alors au niveau de l'appareil photo, vous allez voir, la photo est vraiment très rapide. Vous pouvez prendre en autofocus ou débrayer le focus et faire la mise au point vous-même. D'ailleurs, lui dire, par exemple, je veux que tu fasses la mise au point là-bas. Ça n'a pas d'utilité, mais bon, soit. Vous pourriez faire la mise au point là-bas, ok. Ok, soit. Ça rendra flou le premier plan et ça rendra net le deuxième plan, ce qui est assez ridicule en soi. Vous pouvez tout simplement dire, je veux le premier plan net. Voilà. Et là, vous allez gérer votre profondeur de champ et faire le fond flou. Bon. Le 21 mégapixels qui est doté, enfin dont est doté ce téléphone, qui est ici le 21 mégapixels avec son double flash LED dual tone, ce 21 mégapixels est relativement bluffant. Je trouve qu'il prend des très bonnes photos avec une vraie gestion de la profondeur de champ, une vraie efficacité, vous l'avez vu, il est rapide, il est efficace. Pour moi, c'est un bon 21 mégapixels, donc ce sont des bonnes photos. Voilà, des bonnes photos. D'ailleurs, petite parenthèse, vous retrouverez sur l'article de test, hein, sur le site de Top 4 Phone, vous retrouverez les échantillons photos pris avec ce téléphone. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Donc le capteur dorsal est un bon, très bon capteur dorsal, je trouve. Le capteur photo frontal est un 8 mégapixels qui prend des bonnes photos aussi, pour un capteur photo frontal. Bon, à mon avis, il manque un tout petit peu de netteté. Ça aurait été mieux d'avoir un tout petit peu de piqué supplémentaire, mais encore une fois de plus, vous l'avez vu, c'est efficace, c'est rapide. Pas de flash LED hein, sur le capteur photo frontal. On aurait pu croire que ça c'est un flash LED qui accompagne le capteur photo, mais c'est pas du tout le cas. Le capteur il est bien là, mais là il n'y a rien du tout, il n'y a pas de flash LED. Donc c'est efficace, ça prend bien, c'est rapide. Voilà, bam, 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 les photos sont prises rapidement. Donc ça c'est pour la qualité photo, j'insiste, on est sur un téléphone qui a un bon capteur dorsal et un capteur photo frontal pour les selfies, qui est pas mal. Voilà, donc bonne qualité photo et je mets ça de côté. Maintenant sur l'autonomie, alors l'autonomie, petite parenthèse, on est sur une batterie qui fait 3000 mAh. Alors on peut se dire, c'est pas mal. À mon avis, c'est pas mal, mais c'est quand même le minimum syndical pour ce genre de téléphone. En dessous de 3000 mAh pour un téléphone avec un écran de 5,5 pouces, qui est quand même Full HD, avec des grosses performances, parce que le téléphone est vraiment doté de très gros composants. Bon, en dessous de 3000, ça aurait été bête. Ça aurait vraiment été une bêtise absolue. 3000 mAh, sur le papier, c'est vraiment ce qu'il faut pour ce téléphone. Plus, ça aurait été quand même du luxe, mais bon, on est quand même sur du pas mal. Alors, la petite contrepartie, c'est que ce téléphone est quand même gourmand. Il est gourmand au niveau de son écran, qui est extrêmement énergivore. Il est gourmand au niveau de son processeur, qui est énergivore, et de son processeur graphique. Globalement, on est sur un téléphone qui mange de l'énergie. Et on est sur un téléphone qui, s'il n'avait pas son mode économie d'énergie, aurait du mal à atteindre la journée avant d'être rechargé. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. C'est que ce téléphone arrive à atteindre la journée avant d'être rechargé, 24 heures, en raison de son mode économie d'énergie. C'est parce que ce mode économie d'énergie va s'activer et que vous l'aurez paramétré que vous arriverez à faire les 24 heures. Parce que sinon, ça risque d'être tendu. Pour tout vous dire, 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est entre 20 et 24% de batterie consommée. Et quand vous arrivez dans les 24% de batterie consommée sur 1 heure de vidéo en général lors de mes tests, ça veut dire que le téléphone va avoir du mal à atteindre la journée. Voilà, bon, c'est exactement le cas ici. On est sur un téléphone qui va peiner
à moins d'activer, vous l'avez compris, le mode économie d'énergie sur les 15 à 20 derniers pourcents de la batterie. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Vous l'avez compris, donc sur l'autonomie, je suis un petit peu déçu parce que je trouve qu'elle est vraiment juste. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas catastrophique, mais elle est vraiment à la limite. C'est juste. Faut pas trop lui en demander, c'est une journée et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce fameux le Eco, le 2 Pro, le TV, le 2 Pro, il s'appelle aussi le X620, voilà, il a plein de noms. Qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Eh bien, clairement, c'est un bon mobile. C'est un bon mobile parce que il présente tout un tas de bons points. Alors le premier, bien sûr, c'est le prix, moins de 250 € pour ce niveau de spécification. C'est quand même déjà un bon avantage. Alors 250 € hors taxe, je reprécise, c'est moins de 250 € hors taxe. Vous pouvez être amené, ce qui est quand même une obligation, je le rappelle, c'est légal, vous pouvez être amené à payer la TVA. Personnellement, moi, je la paye toujours. Maintenant, voilà, vous avez mon avis sur la chose. Je suis peut-être un petit peu bête, mais moi, je paye toujours la TVA, c'est comme ça. Bon, le téléphone donc présente, bon, pour son prix, donc extrêmement agressif, un très beau design. Voilà, il est en métal, il est vraiment sympa, il a ce design qui claque. Voilà, donc surtout dans cette couleur dorée, rose doré. C'est vraiment quelque chose de très flashy, très bling bling. Ça plaît ou ça plaît pas. Si ça plaît pas, vous avez le gris clair et le gris foncé. Voilà, donc on est vraiment sur un design qui est très abouti, je trouve. C'est un bon point. À côté de ça, on est quand même aussi sur tout un tas de bons points supplémentaires. Alors, hop, voilà, mon petit code PIN, vous l'avez vu, très original en soi, 4x5. Donc, on a du beau design, on a un écran qui est bien fait, vraiment qui est bien sympa, un bon 5,5 pouces Full HD qui rend bien, c'est top, c'est du bel écran, rien à redire. Bonne densité de pixels, belle qualité d'image, vous pouvez gérer la couleur, enfin la température des couleurs. Le son du haut-parleur est tout à fait correct, même si on peut lui reprocher un petit peu de manque de puissance. Alors, autre particularité, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de jack 3.5, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le port micro USB via un adaptateur qui est fourni dans la boîte permet justement, avec un adaptateur, d'avoir un jack 3.5. Bon, c'est la particularité. Sinon, est-ce que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui encore leur jack 3.5 pour avoir de la musique, un kit branché, c'est-à-dire en filaire? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on utilise de plus en plus des casques Bluetooth. C'est à vous de me le dire. Bon, moi je sais que je suis encore très filaire, je sais que mon propre casque et mon propre kit piéton sont des kits piétons et casques qui sont filaires. Après, bon, je crois qu'aujourd'hui les utilisateurs sont de plus en plus Bluetooth quand même. Voilà, mais ça aussi il faut le prendre en considération, il n'y a pas de jack 3.5. Alors que techniquement, mécaniquement, je veux dire, conceptuellement, on peut l'avoir le jack 3.5. Là il y a de l'épaisseur, on peut quand même le retrouver quelque part. Donc je sais pas, voilà, c'est un choix du concepteur de ce téléphone. Voilà, donc on a parlé d'image, on a parlé du son. Au niveau des performances, bien sûr, on est sur de la bête de course. Voilà, il se débrouille très bien. C'est vraiment du très gros mobile bien spéqué. Au niveau de la connectivité, il manque malheureusement la B20, ce qui est un petit peu dommage. Au niveau du système d'exploitation, on est sur du très bon avec une surcouche qui est bien, qui pénalise pas le téléphone, au contraire, qui lui rajoute ce petit plus sympathique. Au niveau de l'usage, on a des bons capteurs photo, une batterie, donc une autonomie qui est quand même un tout petit peu limite. Vraiment, c'est un peu juste. Mais globalement, vous l'avez compris, avec toute cette liste de points, on est sur quelque chose qui possède un bilan positif. On est sur un mobile qui possède donc au final un bilan positif. Mais qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Eh bien qu'il s'agit d'un téléphone en import. Vous êtes obligé de l'importer. Et comme à chaque fois, je tiens à vous rappeler que l'import, ça nécessite de votre part un petit effort supplémentaire. Vous allez effectivement avoir ici un téléphone original que tous vos potes n'auront pas. C'est aussi quelque chose de sympa. C'est le côté original, un peu innovant, un peu différent. Vous n'aurez pas le téléphone de Monsieur Tout le Monde, c'est clair. Les gens que vous croiserez dans la rue n'auront pas tous ce téléphone. Ok, c'est une nouveauté, c'est original, c'est un très beau mobile pour un bon prix. Mais il faut l'importer, donc ça suppose de commander sur une boutique en ligne spécialisée en import. Tinydeal, pourquoi pas, n'hésitez pas à aller chez eux, ils sont fiables, ils sont, on va dire, réputés, ils ont une très bonne réputation. Alors maintenant je m'engage pas, mais je vous le dis, ils ont une bonne réputation, on s'est quand même renseigné avant. Donc là, voilà, vous avez cette notion d'achat à l'international, où vous êtes obligé d'importer le téléphone, vous allez donc probablement, ou en tout cas, vous êtes assujetti à la TVA, il faut le savoir, quand vous importez un téléphone, vous devez théoriquement payer la TVA, moi je la paye, maintenant à vous de voir, ça c'est vos affaires. Vous avez aussi la notion de la garantie, si le téléphone tombe en panne, vous allez devoir le renvoyer en Chine et attendre le temps du renvoi, donc il y a aussi cette notion de garantie, surtout que le téléphone qui est ici n'est garanti qu'1 an et pas 2 ans, contrairement aux téléphones qui sont vendus officiellement en Europe. Vous voyez, donc
C'est un très bon téléphone qui a des très bons points sur lesquels il y a un tout petit peu de concessions à faire, mais pas énorme, c'est des petites concessions à faire et où finalement la principale concession c'est l'import, il faut l'importer quoi. Bon voilà, comme toujours, ça sera mon propos, à chaque fois que je teste un mobile chinois, je vous dis exactement la même chose, mon propos ne change pas, je reste fidèle à mes convictions et fidèle à mes opinions. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, il est temps de se laisser là, maintenant ça fait plus de 40 minutes quand même, c'est une bonne grosse vidéo de test pour un téléphone qui le mérite, ce fameux Le Eco Le 2 Pro étant quand même un téléphone sympathique, il méritait quand même qu'on s'y attarde et qu'on prenne le temps de le détailler. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, vous le savez, à commenter. Je vous l'ai rappelé plusieurs fois dans la vidéo. N'hésitez pas à commenter, lâchez-vous, dites-moi vos opinions là, juste en dessous dans la zone de commentaires. Vous pouvez aussi, si cette vidéo vous a plu, liker. C'est un petit pouce bleu ici par en bas, là, en bas de la droite de la vidéo. Et si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi, et je compte sur vous, vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà. Il ne me reste plus rien à vous dire si ce n'est à bientôt, et encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt donc pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, etc. Comme d'habitude chez Tech4Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.